Mon mari voulait faire un enfant pour son frère et sa belle-sœur. Je l'ai prévenu de ne pas le faire, mais il l'a fait quand même, en insistant, c'est ma famille, mon choix. Maintenant, lui et sa famille me supplient, mais j'ai été clair sur ma position, pas mon enfant. Pas mon problème. J'ai épousé Marc en croyant qu'il était mon âme sœur. Je sais que ce mot est galvaudé, mais je le croyais vraiment. Pendant 6 ans, nous avons eu une belle vie, une vie stable, heureuse et confortable. Ce n'était pas spectaculaire, pas le genre de vie qu'on voit dans les films avec de grands gestes romantiques. C'était réel. C'était des week-ends passés en jogging. C'était se disputer pour savoir quoi regarder à la télé. C'était notre vie. Nous avions 3 beaux enfants. Notre aîné, Jacob, qui est tout cœur et questions sérieuses. Et puis les jumeaux, Luc et Lily, qui avaient tout juste 4 ans et qui étaient le centre chaotique et heureux de notre univers. Nous avons construit notre vie dans l'un de ces quartiers de banlieue tranquilles. Vous savez, le genre. Des rues calmes, des pelouses bien entretenues où le plus grand événement est l'arrivée d'une nouvelle famille ou le match de football du lycée le vendredi soir. Et je me souviens de ces premiers jours. Je m'en souviens si clairement. Je me souviens du silence de ces nuits de banlieue, du chant des grillons, de la sensation du système d'arrosage qui se met en marche. Cela me faisait me sentir en sécurité. J'avais vraiment l'impression que nous étions dans cette petite bulle protégée, un endroit où rien de vraiment terrible ne pourrait jamais nous arriver. Nous nous installions après le travail. Marc avait un bon et solide emploi dans la finance. Il était intelligent, bon avec les chiffres. Je travaillais à temps partiel comme comptable depuis un petit bureau que j'avais aménagé dans un coin de notre chambre, ce qui me permettait d'être là quand Jacob descendait du bus et avant que les jumeaux ne se réveillent de leur sieste. Notre maison était toujours remplie de bruit. Des rires la plupart du temps, ou les jumeaux gazouillant dans leur berceau, ou Jacob essayant de leur lire une histoire, ses petites jambes pendantes de la chaise, inventant les mots. Je me souviens d'un samedi matin, juste un matin normal parfait. C'était peut-être un an avant que tout ne s'effondre. Marc faisait des crêpes, sa spécialité. Il les faisait toujours en forme de quelque chose, ou du moins il essayait. Jacob avait un dinosaure qui ressemblait plus à une tache, et les jumeaux tapaient leur cuillère sur les plateaux de leur chaise haute. Marc m'a regardé, de la farine sur le nez, et il avait ce grand sourire niais. Il construisait une cabane en oreiller élaborée dans le salon pour le roi Jacob. Et j'ai juste pensé, c'est ça. C'est tout. Voilà ce que c'est, le bonheur. C'était si parfait, si stable que jamais, pas une seule seconde, je n'ai imaginé à quelle vitesse tout cela pourrait s'effilocher. À quelle vitesse tout cela pourrait être réduit en cendres. Ça a commencé l'année dernière. Ça a commencé avec un seul choix que Marc a fait. Un choix qu'il a fait sans jamais me demander mon avis, sans même laisser entendre qu'il y pensait. Ce seul choix a ruiné notre mariage. Il l'a ruiné si complètement, si profondément qu'il n'a laissé derrière lui que cette affreuse blessure béante de trahison, cette rage froide et dure que je ne savais même pas que j'étais capable de ressentir. Et un besoin un besoin de le voir affronter exactement ce qu'il a fait. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque, dans cette cuisine, en riant de son nez couvert de farine, que la loyauté de Marc était si mince, que ses promesses étaient si creuses, je l'aurais traité de menteur aigri et cynique. Mais la vérité est que la loyauté peut s'évanouir. Elle peut disparaître plus vite que vous ne le croiriez possible. Tout ça parce qu'une personne décide que son conjoint, son partenaire, la mère de ses 3 enfants, ne compte tout simplement plus. Il a lâché la bombe un soir. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que le mardi était le soir des poubelles et je venais de traîner les bacs sur le trottoir. Nous étions assis sur le canapé, ou du moins nous étions physiquement sur le même canapé. C'était devenu une habitude. Les enfants étaient enfin endormis. La maison était calme. Et nous restions tous les deux assis là, côte à côte, à faire défiler nos téléphones. La télé était sur une émission de comédie que ni l'un ni l'autre ne regardait vraiment. Marc s'est tourné vers moi, son téléphone toujours allumé dans sa main, et il l'a dit avec tant de désinvolture. « Brenda, il y a quelque chose que j'ai décidé de faire. » La nature désinvolte de la chose, le ton de sa voix, a déclenché toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. Marc ne parlait comme ça, avec cette sorte de finalité plate, que lorsqu'il avait une grande annonce à faire, quelque chose qu'il était absolument déterminé à imposer, peu importe ce que je pensais. C'était la voix qu'il avait utilisée lorsqu'il avait acheté notre voiture sans me laisser l'essayer d'abord. Mon estomac s'est noué.
J'ai appuyé sur le bouton de sourdine de la télécommande. Le silence soudain dans la pièce semblait lourd, presque suffocant. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, en posant mon propre téléphone. « Tu as l'air sérieux. » Il a posé son téléphone sur le coussin et a lissé sa main sur son jean comme s'il se préparait. « Je le suis. C'est à propos de mon frère Samedi, Sam, son jeune frère. Sam et sa femme Karen, ma belle-sœur. Je les connaissais depuis des années. Leur histoire était, eh bien, la grande tragédie de la famille. Ils luttaient depuis des années, près d'une décennie, pour avoir un bébé. Je le savais. Nous le savions tous. C'était le sujet tabou à chaque Thanksgiving, à chaque Noël. Ils avaient traversé plusieurs cycles douloureux de FIV. Ils avaient dépensé une fortune, hypothéqué leur petit appartement, et rien n'avait fonctionné. Mon cœur, il était vraiment avec eux. J'avais mes 3 enfants. Je ne pouvais pas imaginer leur douleur. J'avais toujours supposé qu'ils finiraient par adopter. Qu'y a-t-il avec Sam, ai-je dit, me préparant. Je pensais qu'il allait peut-être demander à nouveau un prêt d'argent. Eh bien, dit Marc en prenant une profonde inspiration, ils ont enfin eu une réponse concrète du spécialiste en ville. C'est définitif. Sam est complètement stérile. Il n'y a aucune chance. C'est lui. Oh, Marc, ai-je dit, et mon cœur s'est adouci. Toutes mes défenses sont tombées. C'est dévastateur pour eux deux. Pauvre Karen. Ça l'est, dit-il, et sa voix se raffermit. Il n'était pas triste. Il était déterminé. Et c'est pourquoi j'ai décidé de les aider. Ils ont trouvé une mère porteuse, une femme qui est prête à porter l'enfant pour eux. Et je vais être le donneur. J'ai juste cligné des yeux. Les mots ne se connectaient pas. C'était comme s'ils parlaient une autre langue. Le donneur ? Que veux-tu dire par le donneur ? Marc a soutenu mon regard, sa voix stable comme s'il expliquait une décision d'affaires, une ligne sur une feuille de calcul. Je veux dire, ils ont besoin d'un donneur pour créer l'embryon. Les ovules de Karen sont sains, mais ils ont besoin de l'autre moitié. Alors, je vais la fournir. Ce sera Eh bien, ma génétique est l'ovule de Karen. Et cette autre femme, cette mère porteuse, le portera. Je l'ai juste regardé fixement. Pendant une seconde, une longue, interminable seconde silencieuse, j'ai pensé qu'il faisait une sorte de blague malade et tordue, que c'était le prélude à une autre demande plus logique. Mais il n'y avait aucune trace de sourire. Son visage était fermé. Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche. Je pouvais sentir le sang battre dans mes oreilles, chaud et rapide. Tu es en train de me dire, ai-je dit, et j'ai dû avaler une énorme boule dans ma gorge, que tu vas avoir un bébé avec ta belle-sœur. Brenda, ne sois pas dramatique, a-t-il soufflé, et sa défensive s'est enflammée instantanément. Ça aurait dû être mon premier indice. Ce n'est pas avec Karen. C'est pour Samedi. Ce sera leur embryon, génétiquement. Je ne suis que le composant biologique. La mère porteuse est celle qui porte. C'est le seul moyen pour Sam d'avoir un enfant qui soit au moins en partie de sa propre famille, de sa propre lignée. Ma mâchoire s'est crispée. Mes mains serraient le coussin du canapé. Et quand exactement, ai-je dit, ma voix à peine un murmure, as-tu décidé tout ça ? Sans me le dire ? Il a eu le culot d'avoir l'air agacé. Agacé contre moi. Il a levé le menton. Je savais que tu paniquerais. C'est une décision que j'ai prise parce que Sam est mon frère et que je ne supporte pas de le voir aussi malheureux. Karen et moi en avons longuement parlé et je suis certain que c'est ce que je veux faire. La pièce a commencé à tourner. Le sang a quitté mon visage. Karen et toi. Vous en avez longuement parlé, ai-je répété, et une spirale de colère brûlante, si chaude qu'elle m'a presque rendu malade, s'est resserrée dans mes entrailles. C'est super. C'est tout simplement génial, Marc. Pendant ce temps, je suis ta femme. Je suis la mère de tes 3 enfants. Je suis ta partenaire en tout. Et je suis la dernière à la prendre. As-tu la moindre idée, ai-je murmuré, et ma voix tremblait, de ce que ça fait ? De découvrir que ton mari prévoit d'avoir un enfant avec une autre femme et que tu ne fais même pas partie de la conversation ? Ses yeux ont brillé d'exaspération. Pas de culpabilité, pas de honte, de l'exaspération.
Brenda, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais il s'agit de ma famille, de mon frère, de son bonheur. Je le fais avec ou sans ta permission. J'espérais que tu me soutiendrais. Vraiment. Mais je savais que tu essaierais de m'en empêcher, et c'est tout simplement trop important. Je pouvais à peine parler pendant un moment. Ma gorge était si serrée par la fureur. Alors c'est ça. Tu ne fais que me l'annoncer? Tu me dis de simplement accepter que tu vas être le père d'un autre enfant? Un enfant qui n'est pas le mien? Un enfant qui sera le demi-frère ou la demi-sœur de mes enfants? Un enfant qui sera génétiquement à moitié celui de ta belle-sœur? Et tu penses que je vais juste sourire et applaudir en disant « Vas-y, chérie ». Marc s'est levé, croisant les bras. C'était sa posture de pouvoir, celle qu'il utilisait quand il était sur le point de dicter sa loi. Il me dominait. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais ça va se faire. Sam et Karen comptent sur moi. Mes parents me soutiennent, et si tu m'aimais vraiment, tu respecterais ça. Un calme glacial s'est soudainement installé en moi. C'était plus effrayant que la colère. Respecter. Tu ne montres pas de respect en prenant ta femme par surprise avec un choix qui a un impact sur tout notre mariage, nos finances, nos enfants. Tu ne prends pas seulement des décisions sur ton composant biologique, Marc. Tu prends des décisions sur notre famille. Il a levé les mains en l'air, un geste de mépris total. Arrête d'agir comme si tu étais la victime ici. Sam fait aussi partie de la famille. Je le sauve. Je lui donne une chance d'avoir une famille. Si tu ne peux pas voir ça, alors peut-être que je t'ai surestimé toutes ces années. Cette dernière déclaration? C'est ce qui m'a fait basculer. Me surestimer? Je me suis levé, mes poings si serrés que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes, y laissant de petites marques en demi-lune. Marc, si tu vas jusqu'au bout, si tu fais ça, ça va nous déchirer. Je te le dis tout de suite, ce sera la fin de nous. Il est juste passé à côté de moi, marchant vers la cuisine, les épaules rigides. Alors peut-être que nous ne sommes pas aussi solides que je le croyais. Je suis resté là, bouillonnant de rage dans le salon silencieux. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre le sang affluer à mes oreilles. J'ai essayé de respirer à travers la colère, mais c'était une trahison si profonde, si intense que je ne pouvais même pas la nommer. La maison silencieuse, notre petite bulle de sécurité, pesait sur moi, épaisse de l'onde de choc de ses paroles. Et bien que je me sois dit que je devais me calmer, que nous pourrions en parler le matin, qu'il était juste ému à propos de Sam, je savais déjà que tout avait changé. Je pensais que la trahison émotionnelle était le pire. Je pensais que le fait qu'il choisisse son frère et sa belle-sœur plutôt que moi, plutôt que nos vœux de mariage, était le plus bas où il pouvait tomber. J'avais tort. J'avais tellement, tellement tort. Quelques jours plus tard, après avoir vécu dans ce silence glacial, il dormait dans la chambre d'amis de son propre choix. J'essayais de mettre de l'ordre dans nos finances. J'avais un mauvais pressentiment. Je me disais, je dois savoir à quoi j'ai affaire. Je dois savoir à quoi ressemblerait même un divorce. Je devais voir un avocat. Mais avant cela, je devais connaître notre situation financière. Je me suis assise à mon petit bureau, celui qui était entassé dans le coin de notre chambre, et j'ai commencé à consulter nos comptes bancaires. Tout semblait normal, notre compte courant, notre petite épargne commune, puis j'ai cliqué sur le fonds d'études. Nous avions un compte d'épargne séparé pour les enfants. Nous n'étions pas riches, mais nous étions assidus. Nous y versions de l'argent chaque mois depuis la naissance de Jacob. C'était notre promesse envers eux. C'était leur avenir. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à eux. Il était censé y avoir plus de 80 000 $ sur ce compte. Je me suis connecté et j'ai regardé l'écran. Le solde du compte était de 43,12 $. Mon sang s'est glacé. J'ai cru que c'était une erreur, un bug de la banque. Ça devait être ça. J'ai rafraîchi la page. 43,12 $. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Un gros retrait. Un virement bancaire daté d'il y a 3 semaines. 3 semaines avant même qu'il ne m'en ait parlé. Un virement bancaire vers une société numérotée que je ne reconnaissais pas, pour la totalité du montant. J'ai eu l'impression que j'allais vomir là, sur le tapis. Je suis sorti en courant de la chambre. Marc était dans son bureau à domicile. La porte était fermée.
Il était en conférence téléphonique. Je pouvais entendre sa voix forte et confiante d'homme d'affaires à travers le bois. Je m'en fichais. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Elle a heurté le mur avec un craquement. Il a levé les yeux, surpris, son visage se transformant instantanément en un nuage d'orage. « Brenda, je suis en appel. »« Qu'est-ce que tu fous ? » ?»« Où est l'argent, Marc ?» ai-je dit, et ma voix tremblait tellement que je la reconnaissais à peine. « Où est le fonds d'études de nos enfants ?» Son visage est passé de la colère à la culpabilité. Il a rougi d'un rouge profond et sombre. Il a rapidement cherché sa souris, coupant son micro. « On en reparlera plus tard. »« Ferme la porte. »« Non » ai-je crié, et j'ai entendu Jacob bouger dans la pièce voisine, sa petite voix appelant « Maman ». J'ai baissé la voix pour en faire un sifflement, un murmure venimeux. « On en parle maintenant. »« Où est l'argent ?» Il s'est levé, a repoussé sa chaise et a fermé la porte. « Écoute, tout va bien. Je m'en occupe. C'est compliqué. » « T'occuper de quoi ? Tu as volé l'argent de nos enfants. Tu as volé Jacob, Luc et Lily. »« Je ne l'ai pas volé, » a-t-il sifflé en retour, ses yeux fuyant comme un animal acculé. « C'est pour la gestation pour autrui. C'est la compte pour l'agence et la porteuse. C'est les frais de démarrage. Sam et Karen n'avaient pas l'argent liquide, alors j'ai avancé les fonds. Je m'occupe des finances pour ça. Je ne pouvais plus respirer. Tu as payé pour ça. Tu as payé pour cette chose avec nos économies, avec le fonds d'études de nos enfants, sans me le demander. C'est un investissement dans la famille, Brenda. C'est mon frère. Tu ne comprends pas, un investissement. Je criais maintenant. Je me fichais que les voisins entendent. Tu as volé tes propres enfants pour financer un bébé avec une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Et c'était pire. Je savais que ce n'était pas toute l'histoire. J'ai passé cette nuit-là, après qu'il soit sorti de la maison en trombe pour prendre l'air, à fouiller. Je me sentais dégoûtante de le faire. Je me sentais comme une voleuse dans ma propre maison, fouillant dans son bureau, ses dossiers. Mais je savais. Je savais juste qu'il y avait plus. Et il y en avait. Rangé dans un dossier marqué « Personnel », pas « Ménage ». Il n'avait pas seulement vidé nos économies. Il avait pris une deuxième hypothèque sur notre maison. J'ai trouvé les papiers, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 150 000 $, signée il y a 2 semaines. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine lire le papier. Mon nom y figurait. Mark T. Miller et Brenda A. Miller. Et puis je l'ai vu en bas, sa signature, audacieuse et arrogante. Et à côté, ma signature, Brenda A. Miller. Sauf que je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Je ne l'avais jamais signé. Il avait falsifié ma signature. Il l'avait décalquée ou imitée. C'était proche. C'était effroyablement proche, mais ce n'était pas la mienne. La boucle du B était incorrecte. Il avait falsifié mon nom. Il avait commis une fraude. Il avait volé la sécurité de notre famille, vidé notre maison de sa valeur pour financer cette vie de fantaisie pour son frère. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. C'était un crime. Il avait commis un délit contre moi, sa propre femme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise à la table de la cuisine jusqu'au lever du soleil, tenant ce morceau de papier, cette preuve de sa fraude. L'homme que j'avais épousé, l'homme qui construisait des cabanes en oreiller et avait de la farine sur le nez, il était parti. À sa place se trouvait un étranger, un escroc, un voleur. Le lendemain matin, quand il est rentré, puant la fumée de bar et la culpabilité, je l'attendais. J'ai appelé un avocat, Marc, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Un avocat pourquoi, a-t-il grommelé, se frottant le visage, sans même me regarder. J'ai brandi le document d'hypothèque. Pour le divorce, et pour ça. Son visage est devenu blanc. Il avait enfin compris. Le lendemain, je n'ai pas seulement appelé un avocat. Je suis allé en voir un. Je me souviens de la sensation en entrant dans cet immeuble de bureaux stérile et en hauteur. L'odeur de cire au citron et de vieux papier. Je l'avais trouvé en ligne. Cynthia Davis.
Son site web disait qu'elle était spécialisée dans les divorces complexes et très conflictuels et en comptabilité forensique. Je savais que j'avais besoin de plus qu'un simple avocat en divorce. Je me suis assise dans son bureau sur une chaise en cuir rigide et j'ai tout déballé. L'histoire du donneur, les conversations secrètes avec Karen, le fond d'études vide, et puis le bouquet final. J'ai fait glisser le document d'hypothèque falsifié sur son grand bureau en acajou. Cynthia, c'était cette femme vive d'une 50aine d'années, avec des yeux bleus perçants et pas un cheveu qui dépassait. Elle a pris le document. Elle l'a regardé. Elle a regardé mon permis de conduire, ma vraie signature sur l'accord de provision. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas eu l'air choquée. Elle a juste hoché la tête. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix nette. Il n'est pas seulement un adultère en esprit. C'est un imbécile et un criminel. 7. Cette falsification, c'est notre levier. C'est tout. J'ai ressenti une étrange vague de soulagement. Je n'étais pas folle. Je ne surréagissais pas. J'étais victime d'un crime. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, ma voix faible. Nous déposons une demande, a-t-elle dit. Nous déposons une demande de divorce pour différends irréconciliables, et nous informons son avocat que nous sommes en possession de ce document. Nous leur faisons savoir que nous nous réservons le droit de porter des accusations criminelles pour fraude. Nous ne le faisons pas. Pas encore. Nous l'utilisons pour obtenir tout ce que vous méritez. La maison, la garde exclusive, et chaque centime qu'il a volé. Quand Marc a reçu les papiers quelques jours plus tard, la rage était biblique. J'avais emmené les enfants chez une amie, juste au cas où. Quand je suis rentré, une lampe était cassée. Une photo de nous, notre photo de mariage, était par terre. Le verre était brisé. « Comment oses-tu » a-t-il crié, faisant les 100 pas dans le salon, le visage violet. « Tu as agi dans mon dos. Tu essaies de détruire cette famille. Après que je t'ai dit pourquoi je faisais ça pour samedi, moi. J'ai juste ri. C'était un son horrible et brisé. C'est toi qui as falsifié mon nom sur un document de prêt, Marc. C'est un crime. Tu as volé l'avenir de nos enfants. Tu as de la chance que je n'appelle pas la police tout de suite pour te faire arrêter. » Il a pâli à ces mots. Le mot « arrêter » l'a frappé, mais il s'est ressaisi. Il a essayé de pivoter. Il a essayé de me manipuler. C'est un malentendu. J'ai signé pour toi pour accélérer les choses. J'allais te le dire. On peut arranger ça, Brenda. Il faut juste que tu acceptes que je fais ça pour samedi. Ensuite, on pourra passer à autre chose. On pourra rembourser l'argent. Non, tu ne m'entends pas, ai-je dit, en tenant bon. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de passer à autre chose. Tu as agi dans mon dos. Tu as utilisé nos finances. Tu t'es engagé à être le père d'un enfant. Et tu as falsifié mon nom. Notre mariage est secondaire par rapport au bébé de ton frère. J'en ai fini. J'en ai tellement fini. Le problème était que dans notre État, il y a une séparation obligatoire d'1 an avant qu'un divorce ne soit finalisé. Une année complète. Et Marc a refusé de déménager. Il prétendait qu'il avait le droit d'être là. C'est aussi ma maison, Brenda. Je ne quitte pas mes enfants. Il a utilisé les enfants, bien sûr. Il les a utilisés comme boucliers humains. Il prétendait qu'il méritait une maison stable, même si la maison était une zone de guerre toxique et silencieuse. Il prétendait qu'il devait être là pour superviser le processus de gestation pour autrui, ce qui était une blague puisque la mère porteuse était dans un autre état. Je ne voulais pas non plus déraciner mes enfants. Cynthia, mon avocate, m'a conseillé que tant que je n'étais pas en danger physique, rester dans la maison et établir un statu quo avec moi comme parent principal était la meilleure chose pour la future bataille pour la garde. Laisse-le rester dans la chambre d'amis, a-t-elle dit. Laisse-le creuser sa propre tombe. Documente tout. Alors, je l'ai toléré. Tolérer est un mot généreux. Il a emménagé dans la chambre d'amis de façon permanente. J'ai changé la serrure de ma porte de chambre. J'ai acheté un mini réfrigérateur et l'ai mis dans mon placard. Nous nous déplacions comme des étrangers. Nous étions 2 fantômes partageant une hypothèque et la seule chose qui nous reliait était la tension épaisse et étouffante.
Elle s'infiltrait dans tous les coins de la maison. Nous ne parlions que par SMS pour les factures ou pour savoir qui allait chercher Jacob au football. J'ai commencé à construire des scènes de cette nouvelle vie horrible. Un soir, je préparais le dîner. Des spaghettis, juste pour moi et les enfants. J'ai fait exactement 4 portions. J'ai mis 3 assiettes à table pour nous et j'ai mis la mienne au micro-ondes pour plus tard. Marc est entré dans la cuisine, sentant le savon qu'il utilisait, et il est resté là, s'attendant à une assiette. Il a regardé la cuisinière. Il a regardé la table. « Tu ne m'en as pas fait ?» a-t-il demandé, sa voix pleine d'une incrédulité blessée. Je n'ai même pas levé les yeux de la préparation du déjeuner de Jacob pour le lendemain. J'en ai fait assez pour les enfants et moi. Tu te débrouilles. Je l'ai entendu claquer un placard. Je l'ai entendu déchirer une boîte de céréales et la verser. Le bruit des céréales frappant le bol comme de minuscules pierres. Il a mangé ses céréales, debout au comptoir, le dos tourné à nous, pendant que je m'asseyais avec nos enfants et leur demandais comment s'était passée leur journée. Le silence était assourdissant. Une autre fois, nous nous sommes croisés dans le couloir. C'est un couloir étroit. Nous avons dû nous tourner sur le côté pour nous croiser et nous l'avons fait sans un seul mot. Pas excusez-moi, pas de contact visuel. Il sentait juste comme un étranger. Les enfants l'ont remarqué. Bien sûr, ils ne sont pas stupides. Pourquoi papa et toi ne vous asseyez plus ensemble au dîner, maman, a demandé Jacob un soir, son petit visage tout plissé d'inquiétude. J'ai avalé l'amère vérité. C'était comme avaler du verre. Parfois les adultes, parfois ils ont de gros désaccords, et ils ont besoin d'un peu d'espace, mon chéri. Mais nous t'aimons tous les deux plus que tout. Et je serai toujours là. L'innocence dans les yeux de mon enfant, ça me donnait juste envie d'étrangler Marc, Sam et Karen. Ils nous avaient mis dans cette position. Mais surtout, j'en voulais à Marc. Il a laissé faire. Il l'a provoqué. Quelques mois dans cet enfer, j'ai reçu un appel de l'agence de gestation pour autrui. Enfin, Marc en a reçu un. Je l'ai entendu au téléphone dans la chambre d'amis. Il était heureux. La mère porteuse était enceinte. Dès la première tentative. C'était une fille. Et c'est là que mes beaux-parents, Sam et Karen, ont commencé à envahir notre espace. Maintenant qu'il y avait un vrai bébé en route, un vrai membre de leur famille, ils ont apparemment estimé qu'ils avaient un droit sur ma maison, puisque Marc y vivait encore techniquement. Je suis rentré du travail un après-midi. J'étais fatigué. J'avais jonglé avec mes clients en comptabilité qui étaient tous en panique à cause des impôts trimestriels et les 3 enfants. Lily avait un rhume. J'avais passé la moitié de la nuit avec elle. Je naviguais seul entre les réunions parents-professeurs et les rendez-vous chez le médecin, tout ça pendant que mon mari vivait au bout du couloir, envoyant des SMS à sa belle-sœur sur les noms de bébés et les photos d'échographie. Je suis entré en équilibrant Lily sur ma hanche, Jacob traînant derrière moi, et je les ai trouvés. Sam et Karen dans mon salon avec Marc. Ils souriaient tous, tenant des nuanciers de peinture contre le mur de mon salon. Et Karen. Karen tenait un mètre ruban, mesurant l'espace entre la bibliothèque et la télé. Oh, Brenda. Salut, a dit Karen avec ce sourire écœurant de douceur et de triomphe. On était juste en train de planifier. On pense à un joli jaune doux pour ce coin, tu ne trouves pas? C'est neutre, mais quand même chaleureux. J'ai laissé tomber mes clés sur la table de l'entrée. Le bruit était fort dans la pièce soudainement silencieuse. Lily a commencé à s'agiter sur ma hanche. Planifier? Quoi exactement, Karen, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Le coin nursery, bien sûr, a-t-elle dit comme si j'étais une idiote. Marc a dit qu'on pouvait installer le berceau ici dans le salon. Comme ça, quand le bébé arrivera, il pourra aider avec les tétées nocturnes. Il sera juste là. Ce ne sera pas merveilleux. Je l'ai regardé fixement. Puis j'ai regardé fixement mon mari. Il était juste là, hochant la tête comme si c'était la chose la plus normale et raisonnable du monde. Installer un berceau pour leur bébé, à lui et à Karen, dans mon salon. Brenda, a dit Marc, commençant à avoir l'air nerveux devant mon silence. N'est-ce pas génial? Karen a trouvé ce super berceau convertible en solde et Sam peut aller le chercher ce week-end. Ce ne sera que pour un petit moment. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai posé Lily et elle a trottiné vers Jacob. Jacob, ai-je dit,
emmène ta sœur dans ta chambre et jouez. Maman doit parler aux adultes. Il a hoché la tête, les yeux écarquillés, et l'a emmené. Dès qu'ils ont été hors de portée de voix, je me suis retourné. Dehors, ai-je dit. Le sourire de Karen s'est figé. Quoi? Dehors. Prenez vos nuanciers de peinture et votre mètre ruban et sortez de ma maison. Maintenant. Brenda, a commencé Sam, essayant de jouer les pacificateurs, posant sa main sur mon bras. On est juste excités. On est une famille. On est tous dans le même bateau. J'ai reculé à son contact comme s'il était en feu. Ne me touche pas, ai-je lâché, ma voix tremblant d'une rage que je ne savais même pas que j'avais. Nous ne sommes pas dans le même bateau. Ça a cessé d'être une affaire de famille quand vous deux avez attiré mon mari dans ce plan tordu derrière mon dos. Ça a vraiment cessé d'être une affaire de famille quand il a volé le fonds d'études de nos enfants pour le financer. Karen a halté, sa main volant vers sa poitrine. Marc avait l'air comme si je l'avais giflé. Brenda, n'ose pas parler de nos finances devant eux. J'oserais, Marc, ai-je crié. C'est aussi ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété, le vrai. Et tu ne la transformeras pas en ton quartier général personnel pour bébé. Tu n'as pas le droit d'amener tes planificatrices de bébé maîtresse ici pour redécorer. Ce n'est pas juste, a hurlé Karen, et les fausses larmes ont instantanément monté. Ce n'est pas comme si nous aimions être ici, au milieu de cette hostilité. On essaie juste de rendre ça aussi indolore que possible pour tout le monde. Indolore? J'ai ri. C'était un son horrible et laid. Tu veux parler de douleur? Toi qui as comploté avec mon mari? Laisse-moi deviner. Tu t'attends à ce que je sois d'accord? Peut-être que je devrais organiser la fête de naissance pour toi. Soutenir les envies de grossesse de Marc pendant qu'il t'aide à choisir des poussettes. Pour l'amour de Dieu, Brenda, a crié Marc, le visage violet. Tu es déraisonnable. Tu es hystérique. Je suis déraisonnable? Je me suis retourné contre lui, pointant un doigt sur sa poitrine. Tu as falsifié mon nom. Tu as vidé nos économies. Tu es en train d'être le père d'un enfant avec l'ovule de cette femme. Et je suis déraisonnable parce que je ne veux pas de leur berceau dans mon salon? J'ai montré la porte du doigt. Si vous deux, ai-je dit à Sam et Karen, ma voix basse et tremblante, vous vous présentez encore ici à l'improviste, nous allons avoir un sérieux problème. Un problème juridique. Mon avocate est très bonne. Vous me comprenez? Le visage de Sam est devenu pâle. Il savait que je ne bluffais pas. Il a attrapé le bras de Karen. Allons-y, chérie. Elle n'est pas bien. Ils sont sortis précipitamment, des nuanciers de peinture s'éparpillant sur le sol. La porte a claqué. Et je me suis retrouvé seul dans le salon avec Marc. Il s'est retourné brusquement, son visage tordu de rage. Il a pointé ce doigt droit sur moi. Toi. Tu agis comme une enfant. Une enfant gâtée et égoïste. J'espère que tu réalises que tu es en train d'aliéner la tante et l'oncle de nos enfants. J'ai juste haussé les épaules, mon cœur battant si fort que ça faisait mal à mes côtes. Je préfère les aliéner plutôt que de les laisser entrer ici comme si mon mariage, ma maison et ma signature ne comptaient pas. Il est parti en trombe dans la chambre d'amis et a claqué la porte si fort qu'un cadre photo est tombé du mur du couloir. Je suis resté seul dans le salon avec la rage brûlante qui était devenue une présence quasi constante dans mes entrailles. Je me suis simplement effondré sur le canapé, j'ai mis ma tête dans mes mains, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Les mois suivants furent une routine sinistre. Un enfer sur terre. La grossesse, qui se déroulait dans un autre état, progressait. Je le savais parce que Marc devenait de plus en plus stressé. Il n'avait pas seulement utilisé nos économies et le prêt frauduleux. Il puisait dans son propre salaire. Il s'est avéré que la gestation pour autrui n'était pas des frais uniques. L'agence avait des frais supplémentaires. La porteuse, cette femme dans un autre état, avait besoin de contrôles spéciaux. Il y a eu des complications. Les coûts s'accumulaient. Lui qui était si bon avec les chiffres s'était fait avoir. C'était un expert financier au travail mais un idiot complet en ce qui concernait sa famille. Et maintenant, il s'attendait à ce que je m'en soucie. Il s'attendait à ce que je sois son soutien émotionnel. Il s'asseyait à la table de la cuisine tard le soir, longtemps après que les enfants soient au lit.
Je sortais pour un verre d'eau et il avait des piles de factures étalées devant lui. Des factures médicales, des factures d'agence. Les frais de l'agence sont plus élevés que je ne le pensais, marmonnait-il assez fort pour que je l'entende. Il facture pour le traitement administratif. C'est ridicule. Je remplissais simplement mon verre d'eau et me tournais pour partir. Brenda, disait-il, sa voix tendue, désespérée. Je suis juste. Je me sens tellement dépassé. Je ne dors pas. C'est beaucoup. Je m'arrêtais juste à l'embrasure de la porte, le dos tourné à lui. Ça a l'air difficile. Tu devrais probablement appeler Karen ou Sam ou ta mère. Je suis sûr qu'ils seraient heureux d'écouter. Et je partais. Il m'a coincé dans le couloir un soir alors que je sortais de la chambre de Lily. Il avait bu. Je pouvais sentir le whisky sur son haleine. Tu ne peux même pas me parler ? A-t-il bredouillé, me barrant le chemin, j'essaie, là. Je suis le père de tes enfants. Tu es censé me soutenir. Je l'ai regardé, ses yeux injectés de sang, ses vêtements froissés. Je n'ai rien ressenti. Juste un dégoût froid. Je suis censé soutenir ta fraude. Je suis censé soutenir que tu voles nos enfants. Tu es stressé, Marc. Bien. Tu devrais l'être. Quelle femme sans cœur es-tu ? A-t-il sifflé, son visage près du mien. Et j'ai répliqué du tac au tac. Je suis le genre de femme qui en a marre d'être traitée comme un distributeur de billets et un paillasson. Tu as pris cette décision. Gère-la. Maintenant, hors de mon chemin, il partait en trombe, souvent en pestant contre ma cruauté, sur le fait que j'étais incroyable. Mais chaque larme de frustration qu'il versait, chaque soupir de stress, tombait simplement sur la carapace endurcie de mon cœur. Je me rappelais chaque jour les $80 000, la signature falsifiée. Il n'avait montré aucune compassion pour moi. Il n'avait montré aucune inquiétude pour l'avenir de nos enfants. Alors je lui ai offert la même courtoisie. Aucune. Puis, bien sûr, sa famille s'en est mêlée. Les attaques sont devenues coordonnées. Sa mère m'a appelé. Ma belle-mère, Joyce. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. J'ai décroché en pensant que c'était peut-être une urgence. Sa voix dégoulinait de condescendance et d'une colère froide et vertueuse. Brenda, je n'arrive tout simplement pas à croire comment tu traites mon fils. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Nous sommes tous si déçus de toi. J'ai juste tenu le téléphone, écoutant. Marc fait un acte merveilleux et désintéressé pour son frère, a-t-elle poursuivi, sa voix montant. Il donne le don de la vie et tu lui rends la vie impossible. Comment peux-tu lui refuser ton soutien ? Comment peux-tu être si froide ? J'ai finalement parlé, ma voix tout aussi froide que la sienne. Joyce, peut-être devrais-tu demander à ton fils pourquoi il l'a fait sans me le dire. Peut-être devrais-tu lui demander où est passé le fonds d'études de nos enfants. Peut-être devrais-tu lui poser des questions sur le prêt de $150 000 qu'il a contracté sur ma maison en falsifiant mon nom. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout. Je ne lui dois aucun soutien, ai-je dit. Ce bébé n'est pas le mien, et franchement, cette conversation est terminée. J'ai raccroché. Elle a essayé de rappeler 2 fois. J'ai bloqué son numéro. Son père a essayé ensuite. C'était un intimidateur, un tyran de la vieille école. Jeune femme, a-t-il grondé au téléphone quand j'ai répondu, pensant que c'était l'école. Vous vous engagez sur une voie très sombre. Vous êtes en train de déchirer cette famille. Si vous n'arrêtez pas ces bêtises de divorce, si vous ne commencez pas à soutenir mon fils, nous veillerons à ce que vous le regrettiez. Il laissait entendre qu'ils se battraient contre moi pour la garde, qu'ils avaient de l'argent, qu'ils me ruineraient. J'ai presque souri. C'est intéressant, Paul. Parce que je regrette déjà d'avoir fait confiance à votre fils avec mon mariage, et c'est lui qui va regretter la fraude. Dites bonjour à Joyce de ma part. Et j'ai raccroché sur lui aussi, et bloqué son numéro. Je n'avais aucun doute que toute la famille élargie me considérait comme un monstre, comme une sorcière froide et sans cœur qui se mettait en travers de leur miracle familial. Mais je savais aussi ce que mon avocate savait. Le tribunal ne se soucie pas des actes désintéressés. Le tribunal se soucie des faits. Le tribunal se soucie de la fraude bancaire. Ce fait était la seule chose qui me laissait dormir la nuit. Et puis le bébé est arrivé.
Il était un peu plus de minuit. Je dormais, enfin. J'avais pris un somnifère, la seule façon de trouver un peu de repos dans cette maison. J'avais verrouillé la porte de ma chambre comme je le faisais toujours. J'ai été réveillé par des coups. Pas une tape. Des coups frénétiques, désespérés, de chair et d'os sur ma porte. Brenda, Brenda, réveille-toi. Oh mon Dieu, réveille-toi, s'il te plaît. C'était Marc. Il avait l'air terrifié. Ma première pensée, les enfants. La maison était en feu. J'ai sauté du lit, mon cœur bondissant dans ma gorge. J'ai tâtonné avec le verrou que j'avais fait installer, mes mains tremblantes. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Il était là, en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux écarquillés de panique. Son téléphone était serré dans sa main, l'écran allumé. « C'est l'heure », a-t-il crié, sa voix se brisant. La mère porteuse, elle a perdu les os. Elle est en travail. L'hôpital vient d'appeler. Pendant une fraction de seconde, j'étais juste confuse. L'hôpital en Oregon? Quoi? Non, pas l'Oregon, a-t-il crié, attrapant son sweatshirt par terre dans la chambre d'amis où il l'avait jeté. Ils l'ont déplacé il y a des semaines pour être plus proche. Elle est dans un hôpital à 2 heures d'ici, juste de l'autre côté de la frontière de l'État. Je ne le savais pas. Il avait rapproché son bébé secret, sa vie secrète. Je dois y aller. Je dois y aller maintenant, a-t-il dit, sautant sur un pied, essayant d'enfiler son jean. Il tremblait. Mes clés. Où sont mes clés? Brenda, tu dois me conduire. S'il te plaît, c'est à 2 heures. Je tremble. Je ne peux pas conduire comme ça. Je vais avoir un accident. S'il te plaît, Brenda, aide-moi. Je me suis juste appuyé contre le cadre de la porte de ma chambre, croisant les bras. Je sentais le somnifère essayer de me tirer vers le bas, mais l'adrénaline et la rage froide et dure étaient plus fortes. Non, ai-je dit. Il s'est figé, une jambe dans son jean. Quoi? Que veux-tu dire par non? Je veux dire, non. Je ne te conduis pas, ai-je dit. Ma voix aussi froide et morte que je me sentais. Je ne vais pas te conduire à 2 heures de route au milieu de la nuit pour assister à la naissance de ton enfant avec l'ovule de ta belle-sœur. C'est le travail de Karen. Ou de Sam. Sam est hors de la ville, a-t-il dit, sa voix devenant aiguë et hystérique. Il est à une conférence à Denver. Il est bloqué par la neige et Karen ne répond pas à son téléphone. Je l'ai appelé 5 fois. Son téléphone va directement sur la messagerie vocale. Je dois arriver à l'hôpital maintenant. J'ai juste haussé les épaules. Appelle un Uber ou un taxi. Un Uber, a-t-il hurlé, sa voix se brisant. Il faudra 1 heure juste pour qu'il arrive ici. C'est le milieu de la nuit. Je vais le manquer. Je vais manquer la naissance. Brenda, s'il te plaît. Il a littéralement laissé tomber son pantalon et s'est penché en avant, me saisissant le bras. Sa prise était forte, désespérée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être aussi cruel. Tu ne peux pas juste me laisser manquer ça. J'ai arraché mon bras de sa prise. Un éclair de dégoût m'a traversé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toute la douleur, toute la trahison, toutes les nuits blanches, les 80 000 $, la signature falsifiée, tout s'est cristallisé en un seul moment dur. Regarde-moi faire, ai-je dit. Je suis retourné dans ma chambre. Il a trébuché en avant. Brenda, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es sans cœur. Tu es un monstre sans cœur. J'ai fait un bref signe de tête sec. C'est ce qui arrive quand on ignore les sentiments de son conjoint. C'est ce qui arrive quand on falsifie son nom et qu'on vole ses enfants. Bonne chance avec le bébé, Marc. Et j'ai fermé la porte sur son visage. Pas un claquement, juste un clic solide et final de la serrure. Je l'ai entendu crier dans le couloir. Un son de rage animale pure et de désespoir. Tu es un monstre. Tu es un monstre sans cœur, Brenda. Tu paieras pour ça. Je l'ai entendu frapper à la porte, ses poings heurtant le bois, mais je me suis juste éloigné. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Je l'ai entendu fouiller dans le couloir, jurant, cherchant probablement ses clés. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, le cadre trembler,
puis le bruit de sa voiture démarrant en trombe dans l'allée, les pneus crissant sur la rue de banlieue silencieuse. Je suis retourné au lit, et pour un instant fugace, un tout petit instant vacillant, la culpabilité m'a assailli. Mais je l'ai refoulé. Je l'ai juste refoulé, me souvenant du fond d'études vide. Il a choisi de m'ignorer. Il a choisi de détruire notre famille. Pourquoi devrais-je me précipiter à ses côtés pour un enfant qui n'était pas le mien? Je me suis retourné et finalement, je me suis rendormi. Si vous m'écoutez encore, si vous êtes toujours là, je veux juste vous dire merci. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et commentez simplement avec le chiffre ainsi dessous. Ça me fait juste savoir que vous êtes là, que je ne parle pas dans le vide. Ça me fait savoir que vous êtes cette personne incroyable qui m'écoute et qui marche avec moi sur ce chemin. Votre soutien, même un petit chiffre 1, c'est un énorme encouragement pour moi. Vraiment. Ça m'aide à continuer. Alors, s'il vous plaît, commentez avec un 1 pour que je puisse vous voir. Et maintenant laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Il a manqué la naissance. Il a conduit comme un fou, j'en suis sûr. Mais il est arrivé environ 30 minutes après la naissance du bébé. Une fille. Il m'avait envoyé un seul texto amer. Elle est là. Pas grâce à toi. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Pas de Marc, mais de sa mère, Joyce. Des messages vocaux hurlants. J'ai écouté le premier juste pour la satisfaction. Tu l'as abandonné. Tu l'as laissé conduire seul dans cet état. Quelle femme es-tu? Tu es un démon. Je les ai tous supprimés. J'ai continué ma vie. J'ai levé Jacob, lui ai fait des toasts. J'ai nourri les jumeaux qui étaient joyeusement salissants avec leur porridge. J'ai mis Jacob dans le bus. La maison était calme. C'était paisible. Je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à travailler sur la comptabilité de mes clients. C'était juste un autre jour. Marc n'est pas rentré pendant 2 jours. J'ai supposé qu'il était à l'hôpital, jouant le fier oncle, père, peu importe ce qu'il était. J'étais dans le salon en train de lire un livre quand la porte d'entrée s'est finalement ouverte. Il était tard, presque 21 heures. Les enfants étaient au lit. Je m'attendais à ce qu'il entre en hurlant, ou du moins maussade et en colère, mais il est entré en traînant les pieds comme un fantôme. Il était pâle, mal rasé, et ses vêtements étaient froissés comme s'il avait dormi dedans. Il avait l'air totalement brisé, et il tenait un siège auto portable. J'ai juste regardé fixement. Je me suis figé. J'ai regardé fixement ce minuscule nourrisson au visage rose enveloppé dans une couverture d'hôpital rose. Ce minuscule rappel respirant de la gestation pour autrui qui avait détruit mon mariage. Marc, ai-je dit, ma voix sèche. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu ici avec le bébé? Il a posé le siège auto, ses mains tremblantes. Il s'est effondré sur le canapé, celui en face de moi, et a mis sa tête dans ses mains. Ne devrait-il pas être avec Karen, ai-je insisté. Ou samedi, Marc n'a pas levé les yeux. Sa voix était étouffée par ses mains. Karen est toujours à l'hôpital. Quand elle a appris que le bébé était né, quand je suis arrivé, elle. Je ne sais pas. Elle a eu une sorte de crise de panique. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Ils disent qu'elle a eu des complications dues à tout le stress, une infection. Ils la gardent en observation. Ils ne savent pas quand elle sortira. Alors, où est Sam? Ai-je demandé. Toujours à Denver, a-t-il marmonné. Son vol a été annulé. Il est bloqué par la neige. Il essaie d'avoir un vol, mais il est coincé. Il a finalement levé les yeux vers moi et ses yeux étaient cerclés de rouge, injectés de sang et désespérés. Ils ont laissé sortir le bébé. La mère porteuse, elle a signé les papiers et elle est partie. Elle en a fini. Il n'y avait personne d'autre. L'hôpital ne voulait pas la garder. Ils m'ont demandé. Mon nom était sur les papiers. Ils m'ont demandé de la prendre juste pour quelques semaines. Juste jusqu'à ce que Karen sorte et que Sam soit de retour. J'ai ricané. C'était un son laid et sec. Ils t'ont demandé où tu t'es porté volontaire? Tu as joué les héros. Y a-t-il une différence? A-t-il lâché, son épuisement le rendant en colère? Je ne peux pas l'abandonner. Elle est sans défense. Elle est
Elle est l'enfant de mon frère. Tu aurais dû y penser avant de décider d'avoir un bébé secret et de falsifier mon nom, ai-je dit en me levant. Mais soyons très clairs, Marc. Je ne lèverai pas le petit doigt. Je ne suis pas ta nounou. Je ne change pas une couche. Je ne réchauffe pas un biberon. Si tu es trop fatigué pour gérer les pleurs, c'est ton problème, pas le mien. Toi et ta famille vouliez ce bébé. Vous l'avez eu. Il s'est frotté le front et une seule larme pathétique a glissé sur sa joue. As-tu toujours été aussi cruelle, Brenda? Ou est-ce que je t'ai poussé à le devenir, a-t-il murmuré. Il semblait parler plus à lui-même qu'à moi. C'est une question que tu pourras te poser la nuit quand le bébé criera, ai-je répondu. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai de vrais enfants à nourrir. Les miens. Il a tressailli comme si je l'avais giflé, mais il n'a rien dit. Il a juste regardé fixement le porte-bébé pendant que je m'éloignais vers ma chambre et que je verrouillais la porte. Pendant le mois suivant, notre maison fut un enfer d'un genre spécial et unique. Le nourrisson, elle gémissait. Elle ne pleurait pas seulement, elle hurlait. Elle avait des coliques. Ou peut-être qu'elle était juste malheureuse. Je ne sais pas. Mais de 22h à 5h du matin, elle criait. Un son aigu, incessant, qui vous tapait sur les nerfs. Et Marc, qui n'avait jamais été le parent principal pour nos propres enfants quand ils étaient bébés, qui n'avait jamais fait une seule tétée nocturne avec les jumeaux, était complètement à bout. Il se traînait à 3h du matin, à moitié réveillé, le bébé hurlant dans ses bras. Je l'entendais dans la cuisine, tâtonnant avec des biberons, jurant à voix basse. Je l'entendais essayer de la bercer, chuchotant, chut, chut, sa voix se brisant d'épuisement et de désespoir. Il est venu à ma porte verrouillée. Il a supplié. Brenda, s'il te plaît, a-t-il dit une nuit, sa voix se brisant, son front pressé contre le bois. J'ai entendu ses larmes couler sur le biberon dans ses mains. J'ai besoin d'une demi-heure. Juste une demi-heure pour m'allonger. Le bébé pleure depuis des heures. J'ai besoin d'une pause. S'il te plaît. J'ai soutenu son regard à travers la fente de la porte. Je pouvais voir son œil injecté de sang. J'étais inébranlable. Va appeler ta mère, Marc. Va appeler Joyce. Je suis sûr qu'elle adorerait venir t'aider. Ou appelle ton père ou appelle Karen à l'hôpital. Je ne t'aide pas. Il laissait échapper ce sanglot frustré et se détournait, les pleurs du bébé résonnant dans le couloir. J'ai ressenti une lueur de remords. Je l'admets. Mais c'était pour l'enfant. Ce pauvre bébé innocent n'avait rien fait de mal. Mais c'était l'œuvre de Marc. C'était la conséquence qu'il avait achetée et payée avec le fonds d'études de mes enfants. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Je ne le sauverai pas. Sa mère et son père venaient souvent. Ils devaient bien. Ils venaient et sa mère prenait immédiatement le bébé, me regardant comme si j'étais quelque chose qu'elle avait raclé de sa chaussure. Elle gazouillait au bébé. Oh, pauvre petite chose. La méchante dame t'ignore? Son père a essayé de me coincer dans la cuisine. Écoute-moi bien, disait-il, le visage tout bouffi. Tu devrais avoir honte. Marc est aussi en postpartum, tu sais. Il est épuisé. Il a besoin de repos. Tu ne peux pas simplement l'abandonner comme ça. Je le fusillais du regard, tenant ma tasse de café. Il aurait dû y penser avant d'ignorer mes limites. Il aurait dû y penser avant de commettre une fraude. Laissez votre famille s'en occuper. Pas mon bébé, pas mon problème. Il partait en trombe, me maudissant à voix basse. C'était ce cœur constant de condamnation. J'étais le monstre. J'étais la sorcière froide et sans cœur. Et j'ai juste enduré cela avec une satisfaction sinistre. Il pensait que j'étais sans cœur. Mais jusqu'à présent, la loi était de mon côté. Surtout une fois que les finances sont entrées en jeu. Le processus de divorce était lent, mais il avançait. Mon avocate, Cynthia, était brillante. Elle construisait le dossier. Elle a présenté toutes les preuves, les relevés bancaires, les documents de prêt, la chronologie de sa tromperie, son mépris explicite pour mon refus, son détournement de fonds matrimoniaux, et bien sûr, la falsification. Pendant ce temps, l'avocat de Marc a essayé de me dépeindre comme cette femme cruelle et vindicative qui avait abandonné son mari dans le besoin. Mais comme le bébé n'était pas le mien, et parce qu'il avait caché ses plans et falsifié mon nom,
son argument avait très peu de poids. Sam et Karen, ironiquement, étaient silencieux sur le sujet des finances. Sam est finalement rentré de Denver. Karen est finalement sortie de l'hôpital. Ils étaient probablement juste soulagés de ne pas être tenus responsables de l'argent que Mark avait vidé de nos comptes. Ils voulaient juste le bébé. Mais avec les problèmes de santé persistants de Karen et la situation professionnelle précaire de Sam, ils ne pouvaient même pas prendre la garde complète tout de suite. La présence du bébé dans notre maison est devenue cet arrangement bizarre, tendu et privé de sommeil que tout le monde détestait. Au moment où nous sommes arrivés à l'audience finale, Mark s'était remis physiquement de la phase d'enfer du nouveau-né. Mais il n'était qu'une coquille vide, épuisé, fauché et désespéré. Il m'a coincé dans le salon 2 semaines avant la date du tribunal. Le bébé était enfin parti, restant chez ses parents jusqu'à ce que Karen soit assez forte. La maison était calme. « J'ai besoin d'une aide financière », a-t-il dit sans détour. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Pourquoi? Il a hésité, puis a croisé les bras. Il essayait d'avoir l'air fort, mais il avait juste l'air pathétique. Mon avocat dit que je pourrais avoir droit à une pension alimentaire. Je ne devrais pas avoir à trouver un nouveau travail immédiatement. Je me remets du stress. Je suis épuisé émotionnellement. J'ai haussé un sourcil. Tu n'es plus ma responsabilité, Mark. Sa bouche s'est crispée. Je suis toujours le père de tes 3 enfants, a-t-il lâché. Je ne parle pas d'argent pour la gestation pour autrui. Je parle d'argent pour que je puisse vivre, pour payer ma part des dépenses, pour avoir mon propre appartement. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. Quand nous serons divorcés, Mark, je paierai une pension alimentaire pour nos enfants comme l'exige la loi, même s'ils seront avec moi. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je ne te donnerai pas un centime de pension alimentaire. C'est toi qui as le travail bien payé dans la finance. Où tu l'avais? Il avait perdu ce travail en fait pendant le mois d'enfer du nouveau-né. Il avait simplement cessé de se présenter. Ses yeux ont brillé. Je mérite une certaine sécurité financière. J'ai sacrifié mon confort, ma santé mentale. Pour ton frère, ai-je interrompu. Pas pour moi. C'est la différence. Sa voix tremblait. Tu es incroyablement cruel. Tu te fiches que j'ai des difficultés, que je sois probablement déprimé. Je l'ai regardé fixement. Je me soucie de nos enfants, les 3 enfants que nous avons faits ensemble. Je ne me soucie pas du bébé qui est biologiquement à toi et à Karen. Et je ne me soucie pas de la dépression que tu as invitée dans cette maison quand tu as falsifié mon nom. Tu as fait ton lit, Mark. Couche-toi dedans. Il a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, les larmes montant. Tu le regretteras, a-t-il dit, sa voix tremblant de rage et de chagrin. Tu verras. J'ai secoué la tête. Tu as déjà dit ça. Le seul regret ici, c'est que nous soyons dans ce pétrin. Il a dégluti, détournant le regard. Brenda, a-t-il dit, sa voix calme. Ça me fait mal de le dire, mais tu n'es pas la femme dont je me souviens. J'ai eu un rire sombre. Ni toi l'homme que j'ai épousé, Mark. La vie change. Il est parti, me laissant avec le silence. À la date finale du tribunal, Mark était assis à une table avec son avocat. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids et son costume était froissé. J'étais assise à une autre table avec Cynthia. J'avais fait faire mes cheveux. Je portais mon plus beau tailleur. J'avais l'air et je me sentais calme. Sam et Karen étaient dans la galerie, assis juste derrière Mark, arborant des expressions identiques d'appréhension. La juge était une femme au visage sévère d'une 60aine d'années. La juge Albright. Elle avait la réputation d'être dure mais juste. Elle avait examiné tous les documents. Je pouvais dire à son expression qu'elle n'était pas impressionnée. L'avocat de Mark a tenté un discours larmoyant et fleuri sur la façon dont Mark était motivé par l'amour familial et comment il avait agi de manière irréfléchie, peut-être, mais par une loyauté profonde et durable envers son frère. Il a essayé de me dépeindre comme vindicative et émotionnellement abusive, comment j'avais abandonné mon mari avec un nouveau-né. Puis Cynthia s'est levée. Elle était calme. Elle était prudente. Elle n'était pas du tout émotive. Elle a juste présenté la chronologie. Votre honneur, a-t-elle dit,
sa voix claire et portant à travers la salle d'audience silencieuse. Mark Miller a pris cette décision de gestation pour autrui sans le consentement de ma cliente. Il a ensuite procédé au financement de cette décision en vidant le compte d'épargne matrimoniale, qui était destiné à un fonds d'études pour leurs 3 enfants. Elle a fait glisser les relevés bancaires vers la juge. La juge a mis ses lunettes et les a regardés. Il a ensuite, a poursuivi Cynthia, sa voix égale, contracté une ligne de crédit de $150 000 sur la maison conjugale où résident ma cliente et leurs 3 enfants mineurs. Il l'a fait en falsifiant la signature de ma cliente sur les documents de prêt. Elle a présenté l'accord de prêt et, juste à côté, la déclaration sous serment de l'expert en écriture. Votre honneur, il ne s'agit pas seulement d'un différend conjugal. C'est de la fraude bancaire. Le visage de la juge. Oh, c'était un spectacle. Elle a lentement enlevé ses lunettes. Elle a regardé la falsification. Puis elle a regardé la déclaration sous serment. Puis elle a levé les yeux par-dessus son pupitre et elle a regardé fixement Mark. Juste un regard mort, froid et silencieux. Pendant environ 10 secondes. Mark s'est ratatiné sur sa chaise. Il fixait ses mains. Quand la juge a parlé, son ton était sec. Elle était furieuse. Elle a jugé que les actions de Mark étaient un mépris flagrant et frauduleux du partenariat matrimonial. Elle a reconnu que le bébé, produit de la gestation pour autrui, n'était pas le mien, et que par conséquent, je n'avais aucune obligation financière ou parentale que ce soit. Concernant la pension alimentaire, elle a dit, compte tenu de l'utilisation abusive et de l'acquisition frauduleuse de fonds matrimoniaux par M. Miller, sa demande de pension alimentaire est non seulement rejetée, elle est insultante. Puis elle a porté les coups de grâce. Elle m'a accordé la garde principale, physique et légale de nos 3 enfants. Mark a obtenu des visites supervisées 1 fois par mois, à condition qu'il puisse prouver un environnement stable. Elle m'a accordé la maison, libre et nette. Elle a ordonné un acte de renonciation rapide d'urgence, citant que sa valeur avait été gravement compromise par son prêt frauduleux. Et enfin, elle a ordonné que toutes les dettes associées à la gestation pour autrui et à la ligne de crédit étaient de sa seule responsabilité. Et en plus de cela, il a été condamné à rembourser les $80 000 qu'il avait volés du fonds d'études, sur son futur salaire ou tout héritage potentiel. Alors que la juge rendait sa décision, le visage de Mark s'est tout simplement effondré. Il a mis sa tête dans ses mains et ses épaules ont commencé à trembler. Il était ruiné financièrement, complètement et totalement ruiné. J'ai senti mon propre cœur battre, mais surtout, je me suis senti légère. Je me suis senti justifié. Le poids écrasant qui pesait sur ma poitrine depuis 1 an, il était parti. Ma vengeance était complète. J'avais quitté le mari qui m'avait trahi, et la loi me soutenait. Nous sommes sortis dans le couloir. C'était fini. Mark s'est approché de moi, les yeux gonflés et rouges. Son avocat était déjà parti. Brenda, a-t-il murmuré, sa voix tremblante. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Je suis désolé. Vraiment. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais je n'ai jamais pensé que tu me ferais ça. Je suis ruiné. Je l'ai regardé. Je me suis souvenu des nuits où je l'avais supplié. Ses répliques méprisantes, son arrogance, alors peut-être que nous ne sommes pas aussi solides que je le croyais. Tu as falsifié ma signature, Mark, ai-je dit, ma voix calme mais dure. Tu as volé nos enfants. Tu as refusé d'écouter quand je t'ai supplié de ne pas le faire. Les excuses ne sont pas si bon marché. Au revoir. Karen, qui avait tourné autour, s'est approchée, le visage taché de larmes. Elle a essayé de poser une main sur mon bras. Brenda, ne vois-tu pas? Il a des remords. Il l'a fait pour nous, pour la famille. J'ai retiré mon bras d'un coup sec. Tu as eu ce que tu voulais, Karen. Ce bébé est à toi maintenant. Tu peux gérer les conséquences. Toi et Sam pouvez soutenir Mark si vous pensez qu'il le mérite. Vous êtes tous de la même famille, après tout. J'en ai fini. Ils sont restés là, sans voix, alors que je me tournais et me dirigeais vers la sortie. Le couloir semblait plus lumineux alors que je m'éloignais. C'était comme si un poids écrasant avait enfin été retiré de ma poitrine. Dans les semaines qui ont suivi le jugement final, Mark a emménagé chez sa mère. Il le devait.
Il avait perdu son travail pendant ce mois d'enfer du nouveau-né. Et maintenant, son futur salaire, quel qu'il soit, était saisi pour rembourser les fonds qu'il avait volés. Il était fauché. Chaque fois que je le voyais lors des échanges de garde, qui se déroulaient dans un centre supervisé, une triste petite pièce avec des jouets en plastique, il avait l'air fragile, plein de regrets. Il demandait comment allaient les enfants, et je répondais poliment, mais je gardais mes distances. Il me jetait ses regards tristes et abandonnés, comme s'il attendait un signe de tendresse, n'importe quoi. Je n'en offrais aucun. Sam et Karen ont finalement pris en charge l'éducation de leur bébé. Je les ai vus une fois à l'épicerie. Ils avaient l'air épuisés. La rumeur dit qu'ils sont à court d'argent. Le travail de Sam n'a jamais été stable, et les factures d'hôpital de Karen, plus les coûts continus d'un bébé, s'étaient accumulés. Ils n'étaient pas en mesure de donner un coup de main à Mark. Il s'était ruiné pour eux et ils ne pouvaient même pas l'aider. Mes enfants, par contre, mes enfants vont beaucoup mieux. Une fois que la tension a quitté la maison, une fois que le bébé est parti, une fois qu'il est parti, nous sommes tombés dans ce nouveau rythme calme. Jour d'école, sortie le week-end, soirée cinéma en famille où nous nous entassions tous sur le canapé avec du popcorn. Plus de bébés qui pleurent pour réveiller tout le monde à minuit. Plus de guerres silencieuses dans les couloirs. Notre maison est de nouveau calme. Elle est paisible. Elle est à nous. Parfois, Marc m'envoie des SMS. De longs messages décousus et pleins d'apitoiements sur ses regrets, sur le fait qu'il n'avait jamais prévu les problèmes de santé de Karen ou le manque de fiabilité de Samedi. Il a mentionné que cet acte désintéressé n'avait vraiment aidé personne. Il avait juste créé plus de chaos et ruiné sa vie. J'offre des réponses polies et minimales. Merci pour la mise à jour. Jacob a un rendez-vous chez le dentiste mardi. Sois au courant. Un jour, Jacob m'a regardé pendant qu'il jouait avec des Legos. Maman, a-t-il dit, sa voix faible. Est-ce que tu aimes toujours papa? J'ai fait une pause et je me suis agenouillé à côté de lui. J'ai mis ma main sur sa tête. Je tiens à lui, mon chéri, parce que c'est ton père. Mais parfois, les adultes changent et parfois ils brisent la confiance d'une manière qui ne peut être réparée. Mais je t'aime, toi, Luc et Lily, et ça ne changera jamais, jamais. Il a semblé l'accepter. Il a juste hoché la tête et est retourné à ses Legos. L'affaire était résolue dans son esprit. Les mois se sont transformés en une année. Le divorce est bien derrière moi. Je me sens enfin libre. J'ai gardé la maison. J'ai un emploi stable. J'ai la garde principale de mes enfants. Marc dérive toujours, essayant de retrouver son équilibre. Les gens me demandent parfois, des connaissances qui n'ont entendu que des bribes de l'histoire. Vous savez comment ils sont. Pourquoi ne l'as-tu pas aidé après la naissance du bébé? Il était évident qu'il était dépassé. Et je réponds toujours de la même manière. Il a pris une décision qui m'excluait. Il a commis un crime contre moi. Et il en a affronté les conséquences. Il secouait souvent la tête, me traitant d'impitoyable. Peut-être que je l'étais, mais dans un mariage, le respect et l'honnêteté sont vitaux. Il n'a montré ni l'un ni l'autre. En fin de compte, ma vengeance n'était pas une question de violence ou d'humiliation publique. Il s'agissait de le laisser affronter seul chaque ramification de son choix. J'ai retiré le soutien qu'il avait pris pour acquis, et je l'ai laissé voir à quel point le monde pouvait être austère, froid et fauché quand il négligeait la confiance de sa femme. La juge l'a vu de mon point de vue. Et la dure réalité de la vie aussi. Si vous me demandez maintenant si je regrette à quel point j'ai été impitoyable, je dirais non. Marc a porté le premier coup en me trahissant. J'ai répondu en lui donnant exactement ce qu'il demandait. L'autonomie, pas de finances partagées, pas de soutien émotionnel, pas d'illusion que nous resterions mariés à travers une fraude à laquelle je n'avais jamais consenti. Et à la fin, j'ai obtenu ma liberté et mes enfants pendant qu'il était laissé à se débattre avec l'acte désintéressé qui a brisé notre mariage. Si elle a résonné en vous, si vous avez déjà ressenti ce genre de trahison ou même juste la frustration, je vous serais très reconnaissante d'aimer cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager vos propres pensées ou votre soutien dans les commentaires ci-dessous.